pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Michel Bernier, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Akrassi et Jérémy Michalak. Oh non, Jérôme Bonaldi, on entend que les auditeurs ne croient pas qu'il y a quelqu'un qui crie comme une bête sauvage dans le public. C'est Jérôme Bonaldi. Mais si, il y a quelqu'un qui crie comme une bête sauvage. Oui, mais c'est Jérôme Bonaldi qui se met dans le public. Je fais chauffeur de salle en même temps. C'est bien en même temps. Vous savez que vous ne serez pas payé plus cher pour ça. Ah bon? On recommence le générique du début. Mais en plus Ce qui est drôle, c'est que même sur son nom, il fait crier. C'est le comble du narcissisme, Ah ça. oui, franchement. Bon. Arrête de faire le clown, Jérôme, sérieux. Ah non, Mustapha El Akrassi, vous n'avez pas commencé. Ah non, moi je le clown, c'est vous, rien. attention. Hein. Vous avez intérêt à vous méfier de ce que vous dites maintenant. Hein. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a eu une altercation entre Doc Gynéco et lui. Que de l'amour. Jamais on avait vu Doc Gynéco aussi énervé. D'ailleurs, au moins, vous aurez réussi ça. Les scientifiques se posent des questions. C'est déjà ça de gagner. C'est bien, ça a été filmé, au moins on a des traces, des preuves, tu vois. Bon, on va pas revenir là-dessus, franchement. D'autant que moi, je tiens d'abord à expliquer à Christine O'Krent que désormais, il y a un contrôle dans cette émission. C'est un peu comme Ségolène Royal, dont on dit qu'elle a un petit côté institutrice prof. Moi, voilà, je joue un peu les profs aussi. Je vais voir, Christine O'Krent, si vous avez bien lu les journaux ce week-end, si vous avez bien révisé, et que vous allez devoir, comme mes camarades, répondre aux premières questions. Oh. Mais est-ce que ça vaut bien la peine de revenir? On va voir si vous avez bien lu les journaux. Par exemple, si je vous dis que Peyton Manning a fini trempé mais heureux ce week-end, de qui s'agit-il? Peyton Manning a fini trempé mais heureux. Salon de la lingerie, ça. Non, c'est pas un salon de la lingerie Est-ce du que tout. c'est un sportif? C'est un sportif. Il a un nom de sportif, quand même. C'est bien, Michalak, vous faites avancer la question. Peut-être même américain. Il est américain. Ah, je sais, c'était le grand tournoi de le Super Bowl. de Super Bowl qui s'est déroulé sous une pluie battante. Exact. Prince a chanté Purple Rain, donc C'était la de pluie circonstance. pourpre. Pendant l'entracte, là où il y a 2 ans, Janet Jackson avait montré son sein, ce qui avait quand même créé un émoi profond dans les foyers américains qui étaient suspendus à leur télé. Voilà. Excellente réponse de Christine O'Krent, aidée par Jérémy Michalak. Et la version française de Purple Rain, ça fait quoi? Pluie violette, pluie violette. C'est moins bien tout de suite. Surtout chanté par moi. Ils ont gagné 29-17, je fais que des Américains de toute façon, hein, mais les Américains d'Indianapolis contre Chicago. Contre Chicago. Ça se passait à Miami, effectivement, sous une pluie battante. Ce sont les Colts qui ont gagné, qui représentaient Indianapolis. Ce qui est curieux, c'est que les Colts, là, il faudra qu'on m'explique, ont gagné pour Indianapolis, mais avant, ils représentaient Baltimore. Mais il y a eu un déménagement entre-temps. Je comprends rien. Changement de propriétaire. Changement de propriétaire. Oui. Je comprends rien à cette histoire, mais en tout cas, c'est pas mal pour une première réponse. Voici la deuxième question. Toujours pour moi? Pour tout le monde. Christine, c'est vous qui répondez aujourd'hui. C'est votre émission, Christine. Non, mais moi, je préfère poser les questions. Voilà. Où va-t-on voir un millionnaire ramasser les poubelles? Ah oui. Ah oui. Brive à Bègle. À Bègle, À oui. Bègle. Expliquez. Ah oui, avec des Ferrari. C'est un monsieur qui a 2 Ferrari, Exact. qui était boucher et charcutier de son état. Oui. Et qui est tout à fait sympa, bien qu'il soit devenu millionnaire. Il continue de fréquenter les mêmes, de jouer à la pétanque. Il aime beaucoup la pétanque, mais il aime surtout ses Ferrari. Et puis il picole un peu. Oui, beaucoup trop. même. Un peu beaucoup, 2,3 grammes d'alcool Alors, dans le sang. il a fait une réponse charmante parce que quand il a été contrôlé à une vitesse indue et surtout totalement bourré au volant de sa Ferrari, il a répondu: mais je l'aime trop, je veux pas confier le volant à quelqu'un d'autre. Bon, ça se comprend. Il a fermé sa boucherie, hein. Il faut dire qu'il avait quand même gagné une belle somme d'argent, 26 millions d'euros. C'était en 2004. Depuis, il mène la grande vie, effectivement. Il conduit une Ferrari, mais surtout, il conduit ivre. Et voilà pourquoi le tribunal lui a infligé une amende de 4 500 euros et surtout des travaux d'intérêt général. Il devra ramasser les poubelles pendant près de 2 mois à Bègle. Un millionnaire qui ramasse les poubelles. Voilà, Ça va peut-être lui ramener les pieds sur terre, comme ça. Ça va faire plaisir aux voisins. Je suis sûr que tous les jaloux vont dire: ah, tu vois, toi, avec ta Ferrari, hein. T'as gagné, mais tu vois, c'est toi qui ramasses des poubelles aujourd'hui. Vous savez qu'il est capable de trouver un bulletin gagnant dans les poubelles avec la chance qu'il a ce boucher. C'est en tout cas une nouvelle bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et Christine O'Krent. Il y a un truc qui est marrant, c'est que le type ne vit que de ses rentes.
en fait. Il a placé les 26 millions d'euros à la banque. Et vous savez combien ça lui rapporte? 100 000 euros par mois. 100 000 euros par mois. C'est-à-dire qu'il ne fait plus rien. Il a placé en bourse. Ah si, il fait chier le monde un peu quand même. Moi j'ai eu l'occasion de le croiser, il fait chier le monde, c'est ça ce qu'il fait maintenant. C'est vrai? Comment ça? Ouais, il se la pète énormément. Pourquoi vous l'avez croisé où ça? Alors je l'ai croisé où? Je l'ai croisé sur là c'est moi qui vais me la péter sur une plage de Saint-Tropez, vous savez, ces plages privées très branchées et hors de prix. Lui était un Lamborghini. Voilà, il a garé. Il bloquait l'entrée du parking. Il avait sa alors. Lamborghini Majorette. Oui, vous roulez en Matchbox. Oui, c'est ça. Et en fait, il arrive avec toute sa famille. Alors, il a acheté des Tu l'as t-shirts. payé combien ta Dinky Toys? Il a acheté des t-shirts et des casquettes Ferrari à toute la famille. Donc, ils arrivent tous avec la casquette Ferrari. C'est C'est pas vrai. ridicule, hein, je vous assure. Ils mangent en slip. Alors, ils arrivent, fait des grandes tablées. Oui, à la plage, tout le monde. Non, mais quand même, sur des plages comme ça, vous mangez pas en slip. Ah bon? Bah non, je sais pas. Les nanas mangent bien en string. Oui, mais là, c'est différent, là. Ah bon? Ah, ça t'arrange bien, ça va, ça. Oui, là, elles ont le droit. Mais Non, il adore Ferrari. Hein. Au procès, quand il est venu là, parce qu'il était avec 2 grammes et demi d'alcool, il était encore avec le truc Ferrari. toujours. Toujours. En tout cas, ça lui rapporte 100 000 euros par mois, ses placements à la bourse. C'est quand même pas mal, sans rien faire. Hein. Bon, il peut bien ramasser les poubelles de temps en temps. Ah, une question un peu plus difficile peut-être, quoique Christine O'Krent connaît peut-être Elle ce sait monsieur. Allez savoir. On l'a vu beaucoup ce week-end. Et pourquoi est-il embêté? Il s'appelle Roger Léger. Et monsieur Roger Léger doit revoir la circulation dans sa ville. Donc c'est un C'est un maire. maire, donc, déjà. C'est un maire, monsieur Roger Léger. Bravo. Ah, je sais. Il y a un rapport avec les vélos? Je sais, c'est parce qu'il y a d'un seul coup beaucoup trop de monde dans sa ville. Oui. Dans son voilà. village plutôt. Oui. C'est là où est enterré l'abbé Pierre. Et son village s'appelle Esteville. Esteville. Nouvelle excellente réponse de Christine O'Krent. Esteville, effectivement, connaît une affluence record suite aux obsèques et au décès de l'abbé Pierre, évidemment. D'abord décès et ensuite obsèques. 500 habitants par... Il vaut mieux, hein. Pardon? Il vaut mieux. Que ce soit dans ce sens-là. Oui, vous avez raison. Mais là, vraiment... Écoutez, on va vous enterrer d'abord. On va faire vos obsèques. Comme ça, vous Et après, pouvez vous pourrez tout mourir vérifier. tranquille. Comme ça, vous pouvez tout vérifier. 500 scouts qui ont débarqué ce week-end, une dizaine de cars, 500 personnes qui viennent de tous les coins de la France. Ça pose un vrai problème de circulation et d'affluence dans la petite ville, dans le village d'Esteville. Minuscule. Vous êtes allé à Esteville déjà, Je Christine? suis allé à Esteville, du vivant de l'abbé. Oui, absolument. Et Yerville, t'as déjà été à Yerville? On va pas Il va faire faire toutes les villes ou Ça retrouve une aussi. Son côté normand. Est-ce que tu connais Bléville, vous connaissez Bléville? Tu connais Franconville? Mais non, mais Yerville, c'est bien aussi parce que c'est là qu'est enterrée la mère Denis. Voilà. C'est... Ouais, ça c'est vrai alors. Si tu passes par Esteville, fais un détour par Yerville, tu verras la mère Denis. Oui, très bien. Qui a déclaré ce week-end, nous nous approchons de Citer doucement. Jean-Marie Le Pen. Excellente réponse de Jean-Marie. Je m'en vais. démasqué? De Christine O'Krent. Pardon, Christine. Ah non, mais alors là, c'est trop facile, c'est tout, Christine O'Krent. Enfin, sur la la politique politique. aussi. Bon. Ah oui, mais je Bah pensais pas oui. qu'elle avait noté. Alors, moi, je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Embarquement Il a pour évidemment Ah oui, Citer, c'est l'île. une île grecque de Bien la sûr. mer Égée, située entre le Péloponnèse et la Crète. Je me suis renseigné depuis. Il a prononcé cette phrase, Jean-Marie Le Pen. Nous nous approchons de Citer doucement, à propos des fameuses 500 signatures, puisqu'on lui pose la question à chaque fois. Il paraît qu'il approche effectivement le cap des 500 signatures qui lui permettront d'être candidat. Et il a donc dit très précisément, nous nous approchons de Citer doucement. En fait, c'est une île idyllique, c'est ça? Voilà pourquoi il a fait cette comparaison. Il y avait un poème, je crois, de Baudelaire, Embarquement pour Citer. Exactement. Charles Et il y a Baudelaire même eu, avant Baudelaire, un certain Homère. Oui. et Gérard de Nerval a raconté dans son voyage en Orient comment, en abordant Citer, il vit un pendu. Et c'est cet épisode qui a inspiré à Baudelaire le poème Le pendu des fleurs du mal. Et Colette Panchu qui avait pris Nouvelle Frontière l'année dernière. Elle a écrit des trucs super Sur Citer. Elle s'est éclatée. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il parle de Citer. Il faut voir qu'il y a plus que 2500 habitants là-bas, sur cette île grecque. Et il y a à peu près 700 000 personnes qui ont émigré, qui ont quitté Citer pour l'Australie, curieusement. Et voilà, comme quoi, Jean-Marie Le Pen donne en exemple une île où les gens sont Non, mais partis je crois plutôt que qu'ils c'est sont arrivés. sa vaste culture classique qui le pousse à utiliser cette image, parce que l'émigration des Grecs qui mouraient de faim
au 19e siècle et qui sont partis, au début du 20e surtout, je crois, qui sont partis en masse en Australie, ça n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Autre question, c'est la compagnie Star Tour qui a lancé quelque chose de nouveau sur ses vols long courrier, précisons-le. C'est une nouvelle classe, on peut le dire, à bord de ces avions de la compagnie Star Tour. Pour les enfants? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire pour les enfants? Qui est je sais pas, des compartiments spéciaux pour les enfants? Une aire de jeu? Pas vraiment, on peut pas dire, mais c'est pas loin, mais pas vraiment. Un dortoir. C'est même pas ça du tout, même. Ah bon, d'accord. C'est d'une première classe. Non, mais je suis embarrassé par votre question, parce que... C'est pour faire des enfants. Il y a un endroit pour faire des enfants. Un lupanar. Il y a un endroit pour ramener des enfants. Ce serait pas mal. des enfants. Une compagnie qui s'appellerait Lupaner. Lupaner. Ah, il y aurait du monde, je vous le dis. On vous envoie au 16e ciel. Non, mais vous êtes tout près avec les enfants. Il y a que des UM dans l'avion. C'est quoi des UM? Des passagers enfants. La compagnie de minor. Non, C'est un enfant qui pilote l'avion. Non, c'est le contraire, en fait. C'est un avion où on est garanti sans enfants. On n'est pas emmerdé par des gosses qui piaillent tout le temps parce qu'ils ont mal aux oreilles. Exactement. Les premiers vols sans enfants. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Les pauvres gamins, c'est vrai. Les parents oublient d'amener des chewing-gums, des bonbons ou des sucettes ou des biberons. Et ça fait mal aux oreilles. Et ils hurlent pendant toute la durée. Sans cri, garantie sans cri et sans pleurs. La X-Class, située à l'avant de l'avion, fait évidemment l'objet d'un supplément. 178 € pour la Thaïlande, 53 € pour le Cap-Vert. Mais à ce prix, les clients phobiques des enfants ont le droit à 10 kilos de bagages en plus et un comptoir d'enregistrement rapide. En même temps, c'est idiot. Il y aura quand même des enfants dans l'avion, mais loin. Mais loin. Loin. Non, surtout qu'on peut craindre qu'un certain nombre de ces passagers vont pour trouver des enfants à l'endroit de Thaïlande. destination. On leur autorise au retour uniquement. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant, ce dégueulasse. C'est Philippe Gueluc qui a eu cette idée. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il Oui, réclamait, il réclamait des wagons spéciaux enfants des dans les wagons trains. Ouais. spécial sans enfants. Bah, voyez, il a été entendu. Il a voilà. été entendu par une compagnie danoise. Il va y avoir une suite à E.T. Comment? Elle a déjà une suite. Allez-y. Il a déjà une suite. E.T. était un cheval, américain je crois, et il castrait. Un cheval castré comme tous les chevaux de course qui font de l'endurance et tout. Il a dit, il est champion d'endurance. Donc il ne peut pas se reproduire. Non, mais, on prend une cellule. Tu le mets dans un embryon. Et on a fait un clone. Exactement, Jérôme Bonaldi, le deuxième cheval de compétition cloné en France a été présenté ce week-end à Bourg-en-Bresse. Il s'appelle E.T. comme son premier clone, qui était un champion de saut d'obstacle, précisément double champion du monde de saut d'obstacle en 96 et 97. C'est la société Cryosotech qui a réussi à cloner ce poulain. Et effectivement, c'est la réplique exacte du cheval champion du monde qui s'appelle E.T. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi, je dois dire. Bravo. Mais Quel talent. c'est devenu une banalité maintenant. Cryosotech gagne sa vie avec ça. Ils sont installés au Génopole. Ils vous ont pas proposé de vous cloner, vous, Jérôme Bonaldi, Mais encore? pourquoi pas? Mais si vous avez un animal... Mais ça, ils s'en occupent, ils s'en Il y en occupent a un tout qui arrive à seuls. faire des trucs et l'autre pas. Il y a Doc Gynéco qui a réussi à cloner Mustapha. Mais ça n'a rien à voir. Ça devient maintenant courant de cloner. Alors, cloner ton chat, c'est toi qui payes, mais cloner un cheval de course qui va gagner lui aussi, enfin qui va peut-être 250 gagner. 000 € ça coûte, je crois, de cloner un cheval. Ouais. Est-ce que le cheval cloné a donc le même capital génétique que le modèle d'origine, mais est-ce qu'il va faire les mêmes performances? Il est malheureusement, semble-t-il, d'après ce qu'on en voit, aussi vieux que celui qui a. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Bah, si je prends une cellule d'une vieille personne, j'aurai une vieille personne. Si je prends la cellule, bah oui, j'ai tous les tares et tous les avantages, y compris celui de la vieillesse. Si je prends une vieille cellule, c'est-à-dire qu'il est né vieux. Il est né, ouais. Dolly était née vieille. La chèvre? La brebis. La La brebis. brebis, oui. la brebis, c'est pas tout à fait. C'est pas pareil, une non. chèvre et une brebis? Bah non. Écossais surtout. Surtout en Écosse. C'est quoi la différence entre une chèvre et une brebis? Alors. Alors, La chèvre est toujours d'accord et la brebis non. Ah bah, je vois que on avance des choses, mais on connaît pas les réponses, hein. Bon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous rattraper, Christine, avec cette question politique. Vous connaissez évidemment Monsieur François Fillon, qu'on a beaucoup entendu ce week-end. Évidemment, pour 2007, il souhaite la victoire de Nicolas Sarkozy, mais il a un autre souhait pour 2007. Lequel? c'est que Jacques Chirac ne se représente pas. Non, c'est plus étonnant que ça. C'est moins politique, on va dire, et beaucoup plus étonnant. Qu'on tourne la page? Non, je vous dis, c'est moins politique que ça.
Monsieur Fillon, dans sa déclaration, a dit « Je formule un autre souhait pour 2007, outre la victoire Changer de nom peut-être, parce que Fillon c'est dur à porter. Oh non C'est Fillon d'abord. C'est un souhait perso. Ça change tout. Oui. C'est un souhait personnel, je veux dire Personnel, privé. oui, plus privé, plus personnel. Bah, c'est de, je sais pas, de trouver la femme de sa vie. Non, Mais non. il l'a trouvé. Non, non. D'avoir un bébé. Ah bah ça c'est pas mal ce que vous dites là, parce qu'en même temps il y a un petit rapport avec le... Ah. C'est pas sa femme de sa vie, ce qu'il veut C'est trouver. la femme de sa vie de son copain. Non, non, non. Une non, maîtresse? Non, non. Ça va aller... En fait, il veut aller au-delà de l'amour. Ah, il va avoir un Il va enfant. avoir des bébés. Là, franchement, je vous ai bien aidé. Là. Il va avoir des enfants. Si vous avez bien retenu la phrase que je viens de prononcer, ça devrait vous Il mettre veut aller sur au-delà de Mais se l'amour. marier. Ouais, il veut aller au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour. C'est une chanson, ça, au-delà de l'amour? Dior Bruyel. Ah, elle est bien ma question, je suis content, ça sèche bien. Au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour. Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de l'amour? Il y a le divorce. Bon, vous savez que j'aime bien les jeux de mots. Bon alors. Ah. Au-delà de Le fleuve amour. Non, pas le fleuve. L'amour, ça vous fait penser à rien. Au fleuve. Enfin oui, ça vous fait penser à plein de choses, mais... Ah, Jean-Françoa Lamour. Ah, Jean-François merci. Lamour. Il veut le battre au jogging, au marathon, ou au jogging, ou un truc comme ça. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Oh là là. Exactement. François Fillon a déclaré, Oh là outre là. la victoire de Nicolas Sarkozy, je formule un autre souhait pour 2007, battre Jean-François Lamour à la course à pied. Ça alors, c'est étonnant quand même. C'est rigolo. C'est important d'avoir des objectifs. Ouais, ah oui. Ça, C'est bien d'avoir un but dans la imaginez ces pas deux-là avancer. en survette. Ouais, ça fait envie, hein, Christine. Ah bah l'amour en Vous avez survêt, envie. moi ça me fait envie. Voilà, il veut surtout niquer l'amour, apparemment. Oui, il veut le rattraper. Je savais même pas qu'il faisait. Vous avez quand même vu mon subtil indice. Il veut dépasser était- l'amour. oui. C'est- Oh, c'était c'était beau. c'était Ah joli oui. ça Ah, quand c'est vrai, même. c'est C'est bien, c'est le fion dépasse l'amour, c'est bon. Non, oh non. Oh non. Ah non. Alors ça, c'est encore plus étonnant, la question suivante. Vous connaissez sûrement les sites américains Amazon.com et BarnesandNoble.com. Un peu moins celui-là. Celui-là, je vois pas. C'est Ah grande non, c'est librairie. la plus grande librairie Merci, Christine. des Ah, mais vous êtes États-Unis. la seule à comprendre l'accent de... Elle lui apprend à parler anglais, je crois. Effectivement, Barnes Noble sont des librairies aux États-Unis. Barnes and Noble. Voilà. Et bien, ils ont un site internet, Barnes Noble, barnesandnoble.com, et puis aussi Amazon.com. Et bien sûr, ces deux sites internet, il y a un palmarès des ventes. Qui arrive en tête du palmarès des ventes de ces sites américains? Harry Potter? Des ventes de quoi? De DVD, de livres déjà? De livres, mais quel Harry Potter? Le prochain, celui qui n'est pas encore Oui, sorti. voilà. et qui Excellente déjà- réponse de Christine O'Krent. Voilà. Le 7e tome de la saga Harry Potter est déjà depuis samedi au sommet des palmarès des ventes, alors qu'il ne sortira que le 21 juillet prochain. C'est quand même dingue. préachats. Les préachats. Comment on peut acheter à l'avance un truc sans... Ah, Moi, je serais d'elle, je publierais un Je le ferai pas. un Moi. truc de Comme ça, page on est blanche. sûr. C'est très pratique pour tout le monde, comme ça je suis sûr de l'avoir. On avait fait la même chose pour les jeux vidéo et également pour les consoles de jeux, pour la Wii de Nintendo, c'était le cas, on préachète. Et en plus c'est très pratique pour l'éditeur, il a comme ça une sorte de sondage gratuit sur tiens ça a l'air de mordre. Quels sont les 4 matchs pour lesquels la tenniswoman Tatiana Golovin n'a pas eu grand-chose à faire ce week-end? Est-ce que c'est des matchs de un foot, match- de rugby, de hand et d'autres choses dans Mais lesquelles... il y a un lien, évidemment. Elle joue pas au foot, elle joue pas au rugby. Donc elle a rien eu à faire. Elle n'a Un pas eu match- grand-chose à Ah, faire. pas Un match grand-chose. de foot, Juste un à match de regarder. foot. Ah, les participants. Non, elle a Le dû, je match sais a pas été quoi. annulé. Si. Elle a Elle les inauguré. a- Elle a. Elle a lancé le premier ballon, elle a Non. lancé la pièce. Non, je sais, à la fin, c'est pas le tirage au sort, mais je sais pas dans quelle discipline. Mais elle a fait un tirage au sort sur Oui. Stade 2 hier. Oui. Et j'avais coupé le son, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous regardez Stade 200 le son, pour savoir? Mais ce que j'aime, c'est qu'il met le sport. Hein. Effectivement, bonne réponse de Jérémy et Bonaldi. Elle a fait le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France et Jean-Alain Boumsong, un joueur de foot, et la joueuse de tennis Tatiana Golovin qui ont décidé du sort de Nantes qui affrontera Sedan, du Paris Saint-Germain qui affrontera Sochaux, du petit poussé de la Coupe de France Monceau-les-Mines qui recevra Lens et Marseille qui recevra Vannes. On espérait évidemment un nouveau match de Coupe de France. Marseille-Paris Saint-Germain, ce sera pas pour cette fois-là, peut-être en demi-finale. En tout cas, c'était le tirage au sort des quarts de finale réalisé par la joueuse Tatiana Golovin. Bravo Jérémy, bravo Bonaldi. Ça vous fait pas mal aux oreilles la cymbale, Ah non, Christine? non, c'est très sympathique. Alors là, il y a plus étonnant, parce que dans le Parisien aujourd'hui, on nous donne les prévisions pour la présidentielle de différents voyants, de différents médiums. Alors Oh, par ça, exemple, ça, c'est bien, il y en a un qui utilise la boule de cristal, et dans le 15e arrondissement, il nous dit c'est Le Pen qui sera devant Bayrou. Bon, très bien. Il y a Annabelle qui tire le
Tarot à Boulogne-Billancourt. Elle dit il y aura Sarkozy, mais président, mais il y aura mai 68 après. Bon, voilà. Il y a Auréliane qui, elle, emploie les runes. C'est quoi les runes? C'est des petites pierres, c'est ça, hein? Voilà, elle est dispo cailloux, sur un ouais. tapis, elle voit Ségolène Royal. Comme ça, tout le monde est content. Et il y a une autre voyante, elle utilise le marc de café, dans le 2e arrondissement. Et elle, c'est plus étonnant parce que on ne peut pas savoir qui sera président. Il y en a 2 possibles. Pourquoi? Que voit-elle dans sa prédiction? Jean-Pierre Raffarin. Ex-aequo, elle voit 2 présidents ex-aequo, Non, ce qui n'est elle pas ne possible, donne mais... qu'une prédiction, mais ça correspond à 2 candidats. Voilà l'indice que je peux vous donner. Et ça qui est C'est quoi intéressant. leur signe astrologie? Non, Leur sexe, non, Sarkozy va épouser Ségolène. la Non. couleur de leurs yeux. non. Non, elle dit, le nom du candidat sera... Ah, ça commence par un S dans les 2 cas. Non. Ah, je sais, j'ai trouvé. Ségolène Allez-y, Sarko. allez-y. Non, je vais pas répondre, je vais faire des jeux de mots comme vous. C'est comme Jean-Marie Le Pen, il pense aussi le grec. Oh, c'est joli. C'est ça? Oui, c'est ça. Je crois que c'est en fait ces 2 candidats qui ont un Y dans leur nom de famille, c'est ça? Elle dit voilà, le gagnant sera le nom d'un homme avec un Y. Alors, est-ce que quand elle l'a dit, elle pensait uniquement à Sarkozy? Sauf que... Il y a Bayrou. Il y a Bayrou aussi. voilà, sauf qu'il y a Bayrou, Bayrou. il y a- aussi. Et il y a Royal, donc ça en Ah, fait un 3. homme avec un Y, Royal, c'est pas gentil pour elle Oui, quand mais même. c'est au masculin, hein, son nom. Oui, c'est vrai qu'elle aurait dit un candidat avec un Y. Ouais. C'était pas mal parce que ça En tout cas, c'est correspondait. la plus maligne parce que voilà, elle laisse au moins une marge d'incertitude plus Quoi qu'il grande que arrive, les autres. quoi qu'il arrive, elle aura raison. Elle dit le prochain président sera un homme avec un Y dans le nom. Il ne rencontrera aucun obstacle dans sa campagne et rayonnera littéralement. Alors Sarkozy ou Bayrou, la voyante examine la tasse de café attentivement et précise sa vision. Il y a un ange au-dessus du Y. Je ne pense pas que Sarkozy en soit un. Je penche donc plus vers Bayrou, dit-elle. Un élément ajoute au crédit du chef de l'UDF. Je vois sa personnalité dans le marc de café. Cet homme a un côté solitaire et une attitude de sage, loin des polémiques. En fait, c'est un ermite. Ça vous fait rire, Ah, Christine? Bayrou en ermite, oui. Alors vraiment, c'est plus tendres amis. C'était quoi comme café? C'est ça qu'il faut savoir. Dans quel café? C'est le café béarnais, à mon avis, déjà. C'était le café de Raffarin. Si ça avait été du café grand-mère, Arlette Laguillet était présidente. Bon, allez, une petite dernière. Alors, j'en ai, oh non, allez, encore une difficile avant la dernière, parce que la dernière est assez simple. Celle-là est vraiment beaucoup plus difficile, même, mais j'y vais quand même. On n'a pas encore trouvé de successeur à Morvan et Munuera. Mais de successeur, pour quoi faire? C'est les questions imbéciles. Morvan et Muniera. Ouais. Ce sont des Pas dessinateurs. Munier, Munuera. Ah, Ce sont des dessinateurs de bande dessinée. Excellente réponse, oui. Bah, j'étais juré à Angoulême, monsieur. Et alors, et qu'est-ce qu'il dessinait? Et c'était une bande dessinée dans le répertoire classique déjà, dans le genre, à fait, bien dans sûr. le genre Black et Mortimer. Hein. D'ailleurs, pour tout vous dire, on ne sait pas qui dessinera le 50e album, parce que eux, ils ont fait le 49e, ils ont fait le 48e, je crois le 47e aussi, ils en ont pas fait tant que ça, parce que plusieurs dessinateurs se sont succédés, et on ne sait donc pas qui dessinera le 50e album de... On va tous les faire, Attends, hein, c'est sinon. toi qui étais à Angoulême. Ouais, hein, mais c'est pas c'est moi. non, en fait, il a regardé à la aussi. télé. Tu te l'es pété avec les deux, là, en sachant qui c'était, mais le reste. T'as regardé le festival d'Angoulême à la télé, t'as coupé le son apparemment. Bah, Qu'est-ce qu'il y a comme BD célèbre? Alors, BD célèbre, Tintin, c'était Michel Bernier. Non, mais je sais pas, moi, j'y Il y a connais que rien. Hergé qui a dessiné Tintin. Putain, mais on sait jamais, ça Spirou peut- et Fantasio. Ah, excellente réponse, Spirou et Fantasion. Bonne bravo. réponse de Michalak. Faut quand même dire qu'il y a un côté de la table, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi et Michalak, qui Ah, on sont les enfonce. Hein. très très forts. Mais alors, Nous, alors, nous. Voilà le hasardie pour beaucoup, mais quand même. alors Bernier et, Ah, c'est une catastrophe. et Mustapha, bah, vous allez tenter de vous rattraper peut-être avec Nous, on la... attendait la dernière question. Oui, nous. nous, on Alors, allez, attendait on les comme ça. laisse tous les deux pour la dernière Ah bah oui, question. donc surtout qu'elle est facile, avez-vous dit. Ah oui, plus facile, Oui. on va dire. Sophie Marceau, Christophe Lambert. Et alors, quand on Bravo, les Michel. rencontre dans la rue et qu'on leur dit vous allez bien ensemble, Christophe Lambert répond simplement merci. Et quand vous êtes toutes Oh, si c'est pas vrai. beau, ça. C'est pas beau. Et surtout à ça. vous, quand vous étiez C'est toutes, pas vous étiez beau. toute seule quand vous leur avez dit ça, et il a répondu merci mesdames. À cause de son strabisme. Oui, oui, mais on y était, Laurent. On s'y croyait. Voilà. Ah non, mais c'est lundi. Hein. J'essaie de la faire avec Jean-Marie Le Pen, mais je trouve pas la chute. Bon alors, la question elle vient. Alors. Ah bah c'est moi qui nous l'a posée, je suis bête. On a vu quelqu'un jouer du piano
dans le hall du Grand Hôtel de Gérard May, ou Gérard May, selon les goûts des uns ou des autres. Gérard May, on va dire, dans les Vosges. On a vu quelqu'un jouer du piano régulièrement dans le Grand Hôtel de Gérard May ce week-end. Piano debout? Non, il était assis quand il jouait du piano. Il est chanteur. De qui s'agit-il? C'est un acteur, parce que ça devait être le festival du film, non? C'était le festival du film, bravo. Mais alors, quel acteur? Alors, quel acteur jouait du Un piano? Un acteur-chanteur. acteur américain. Américain. Adrien Brody. Non. Un vieux? 70 ans. Oui, donc il se tient déjà, papy, hein. Mais la forme, on peut dire. La forme. Ouais. Moi, j'ignorais qu'il jouait du piano, d'où la question, évidemment. Oui, évidemment. Et on l'a vu dans quel film? Écoutez, on a Y dans son prénom. pour tout vous dire, on l'a plus vu. Vous savez, Bonaldi? Oui. Bon, c'est tout. Ah, bah, c'est David Carradine, alors. pas trop. C'est David Carradine, alors. Excellente réponse de Michel Bernier. On a gagné. David Carradine, 70 ans, le célèbre Kane de la série Kung Fu. Vous vous souvenez tous de Kung Fu. Il joue bien du c'est pour piano, la vous vie. croyez? Parce que c'est entre le karaté et le piano, il y a quand même une marge. Oui, mais enfin, le feuilleton, ça date des années 70. Est-ce qu'il quand joue en même, hein. kimono? C'est ça la question. Je sais pas. En tout cas, Est-ce il qu'il était jouait à des Gérard May nunchakus ce week-end pour le film fantastique, festival du film fantastique. C'était l'invité d'honneur. Et effectivement, dans le hall du Grand Hôtel, dès qu'il passait devant le piano à queue, il s'arrêtait pour en jouer. Voilà. Il dit, si j'avais su dans les années 50-60 que les rockers seraient un jour des idoles, je me serais plus concentré sur la musique, ça aurait pu être sympa, rockstar. Il regrette que le cinéma n'ait pas suffisamment fait appel à lui, mais quand même, il a fait un comeback au cinéma grâce à Quentin Tarantino. voilà, grâce à Quentin Tarantino dans Ah Kill oui. Bill, puisque maintenant on ne l'appelle plus Kung Fu, dit-il dans la rue, mais on l'appelle Bill quand on le croise, grâce à la suite dans Kill Bill 2, hein, évidemment qu'on voit David Carradine. Et on va se gêner, toujours Christine O'Krent, Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Oh, J'avais encore une ou deux questions que je vous ai pas posées dans la première j'aime bien. partie, puisque nous sommes là depuis 16 heures. Je le dis pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement maintenant, ignorant que depuis déjà 3 semaines, nous sommes ensemble pendant 2 heures. Alors j'ai encore 3 petites questions, j'ai pas eu le temps de vous les poser, je vous les fais, parce Allez. que ça va aller vite, j'en suis sûr. Ça fait 100 jours que ce n'est pas arrivé. Quoi? 100 jours qu'on a Non, elle est ça. pas bien, celle-là. Ça fait 100 jours qu'on attend ça. Ça fait 3 mois qu'on Le attend PSG ça. gagne. Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Enfin, gagne. Demandez si vous avez une Ça y est. question. Ils n'ont toujours pas gagné, hein. Attention, ça peut faire encore quelques jours de plus. On attend évidemment leur victoire. 100 jours que le Paris Saint-Germain n'a pas gagné. Ils n'avaient pas gagné Guignon? Depuis 100 jours en championnat, le club de la capitale n'a pas gagné un match. La dernière victoire du Paris Saint-Germain remonte au 28 octobre dernier face à Rennes, 1-0, soit 11 journées de championnat consécutives. Il y a eu des matchs nuls, effectivement, comme à Marseille ce week-end, mais pas de victoire. À propos du match, d'ailleurs, il y a quand même eu... ce matin, j'ai entendu qu'il n'y avait pas eu de blessés. Si, il y a quand même eu un blessé parmi les supporters, je crois, parisiens, quelqu'un qui a reçu une pierre. Ah oui, dans le bus, là. Voilà, en Et même voulant... un CRS marseillais. Aussi un CRS Ouais. marseillais, j'ignorais. En tout cas, voilà, il n'y a pas qu'en Italie, effectivement, que ça se passe mal. En Italie, 1-1, c'est le nombre de blessés de chaque côté, en fait, maintenant. ouais, c'est terrible. On va avoir effectivement les scores de blessés plus que les scores du. Enfin voilà, peut-être qu'il faudra un jour penser à faire quelque chose. Bah, en Italie, ils ont trouvé la solution. Ils arrêtent tout pendant 15 jours. Quel effet ça fait? Faudrait voir un sportif professionnel de jouer à huis clos, c'est-à-dire de faire un match important dans un stade immense mais vide. Ça doit être bizarre. Ça hein. doit être bizarre de faire un match comme ça et de s'y croire. Enfin, faut y croire. Enfin, ça doit être bizarre aussi de jouer dans un stade plein et d'entendre Paris en t'encule tout le temps. Hein. Hier soir, c'était incroyable. Moi qui regarde jamais le football, j'ai regardé hier soir le match. Avec Quand t'es le son. supporter, avec le son cette fois-ci. Bah, là, quand il entend des mots comme ça, il hausse le son. Ça C'est l'aide. impressionnant quand ils se mettent tous à chanter ensemble, c'est dingue. Il paraît qu'il y aura des mesures de prévention quand même. Avant les matchs, on fera souffler les supporters dans le ballon maintenant parce que c'est vrai que l'alcool y est aussi pour beaucoup quand même. Et c'est quand même terrible alors, ce qui se passe en Italie. Ce sont 2 équipes siciliennes en fait qui s'affrontaient. Hein. Catane et Ah oui, Palerme. Catane parlait. Ouais. Oui. Il y a une mesure qui a été prise aussi, ils vont interdire maintenant les matchs à balles réelles. On devrait effectivement. Hélas, le ballon est réel, mais les balles le sont aussi. Un calcio à huis clos, en tout cas pour dans 15 jours, puisqu'il y aura 15 jours de suspension. Et peut-être qu'en France, on devrait aussi y penser, parce que manifestement... On l'avait fait un petit peu avec le Parc des Princes en enlevant toute la tribune de Boulogne. Un petit peu, comme tu dis, un petit peu. Mais Ouais. c'était pas la totale complète. Autre question, puisque j'en avais encore 3 et que je viens de vous en poser un, vous faites bien les comptes, une seule. Il y a une dame qui a mis 1 mois pour rentrer de Tunisie. Pourquoi? Ah oui, j'ai lu cette histoire.
À pied, elle est rentrée? Bah, écoutez, elle aurait pu rentrer à pied, la pauvre, parce que manifestement, qu'est-ce qui lui est Je sais pas, arrivé? la compagnie aérienne avait fait faillite. Non, justement, elle voulait rentrer en avion, mais on lui a interdit. Mais le problème, c'est... Est-ce que c'est normal que Bonaldi joue à la poupée? Non, je suis très inquiète. J'étais absente de cette émission pendant quelques semaines pour des raisons qui me sont toujours d'ailleurs C'est totalement inconnues. Et je retrouve mon ami Jérôme jouant à la poupée. Là, avec Christine, c'est normal, il a arrêté de fumer, il faut qu'il se détende un peu. Ah d'accord. Il fait des Scooby-Doo maintenant avec les cheveux de la poupée. Maintenant, il fume les Barbies. C'est un des objets qu'il nous présentera tout à l'heure. Voilà. Oui, mais enfin, et tu lui as pas mis ses petites chaussures? Après, quand on va en Tunisie, Oui. eh ben, il y a des taxes énormes sur tous les produits qui sont importés. En particulier, le fisc tunisien gagne beaucoup d'argent en taxant les voitures. Voilà. Quand tu rentres avec une voiture, tu dois sortir avec ta voiture. Les voitures volées. Non, justement. Le problème, c'est que quand tu rentres avec une voiture, il faut que tu sortes avec la voiture. Sinon, ça veut dire que tu as importé, que tu n'as pas payé de taxes. Il y a une dame qui arrive, elle prend le bateau, elle arrive en Tunisie, on lui dit, ah, vous avez une voiture, pop, on le met sur le passeport. Vous avez une voiture. Elle va en Tunisie. Parce qu'elle est arrivée en bateau, évidemment, En bateau. avec sa En voiture. bateau avec sa voiture. Et là, on lui vole sa voiture. Alors elle porte plainte, et puis elle dit bon je vais rentrer malheureusement en France puisqu'il faut que je rentre quand même voir ma femme, mes enfants, ma famille et tout. Non, pas sa femme, son mari, tout ça. Et elle rentre. Et là, C'est depuis qu'il joue à la poupée, ça le... je prends une place d'avion. Elle monte dans l'avion et là il y a le douanier qui lui dit ah mais la voiture. Mais on me l'a volé. Ah bah oui, mais je suis désolé, mais il faut payer les taxes. Ça doit être dans le genre 640 milliards, 629 millions, 632 francs. Je peux vous dire 26 000 euros, 45 000 dinars, soit plus de 26 000 euros. Alors c'est quand même le comble. Elle se fait voler sa voiture et il faut qu'elle paye 26 000 euros pour pouvoir rentrer en France. Et alors elle explique, on me l'a volé. Elle dit, oui, mais tant pis, tant que vous n'avez pas retrouvé votre voiture, vous ne pouvez pas rentrer. Ou alors vous rentrez, mais vous payez 26 000 euros. Et elle est restée un mois en Tunisie quand même. Et voilà, Elle voulait pas payer. Elle a raison. Elle doit être bien bronzée, hein. Non mais c'est quand même dingue cette affaire-là. Finalement, elle a réussi à rentrer sans payer. Elle a payé un petit peu, je crois, non, à la fin. En tout cas, elle a fait appel. Elle a même écrit une lettre au président de la République française pour lui faire part de la situation et au ministère des Affaires étrangères où on n'imaginait pas que ce cas-là soit possible. On a suivi ce dossier avec attention, mais on rappelle que la Tunisie est un pays souverain et les règlements s'appliquent à nos ressortissants, dit-on au Quai d'Orsay. Mais nous avons saisi très officiellement les autorités tunisiennes afin qu'elles étudient le cas avec bienveillance. Et c'est donc avec bienveillance qu'un mois plus tard, elle a quand même pu rentrer. Mais enfin, quand même, c'est assez énorme. Un mois pour rentrer alors que tu t'es fait voler ta voiture en plus. C'est quand même fou cette histoire. Mais c'est voilà. On la soupçonne quoi finalement de l'avoir vendue? Oui, D'avoir vendu, ouais. Mais Sans c'est ce payer qui les taxes. se fait habituel, hein. Tu sais, quand tu vas là-bas, tu vas pas avec énormément de pièces détachées. Mais c'est pas normal que le fisc fasse payer à quelqu'un les carences de la police. Ah tiens, à propos de François Bayrou, et ce sera la dernière question. Tout à l'heure, on évoquait effectivement un nom avec un Y, mais il y a autre chose qui amuse beaucoup les commentateurs dans la presse, c'est ce qu'il a déclaré dans son patrimoine. Vous savez que chaque candidat, suite évidemment à la rumeur sur Internet du patrimoine immobilier du couple Hollande-Royal, et Mme Ségolène a assumé ensuite ses propriétés. Alors évidemment, chaque candidat a dû faire état de son patrimoine, montrer sa déclaration. Et bien lui, François Bayrou, il y a une petite chose qu'il a précisée dans son patrimoine qui amuse manifestement les journalistes. De quoi s'agit-il? Une vieille voiture, non? Pas une vieille voiture. Un vieux tracteur. Allez, mettez-en deux pour le même prix. Deux vieux tracteurs. Deux vieux tracteurs dans sa maison du Béarn où il élève des pouliches. Excellente réponse de Christine O'Crane. Il faut les déclarer, les tracteurs? Bah, je sais pas. Pourquoi Si on- ça fait partie de l'ISF, avoir de tracteurs? Oui. Non, mais Ah oui, c'est son justement, il ne patrimoine. paye pas l'ISF parce Ah. que sa propriété agricole est considérée comme un outil de travail. Et pas que les a revendus en Tunisie depuis les... Qu'il est bloqué là-bas. Partons plutôt pour l'Italie où un couple fait la une des journaux, le couple Berlusconi, Ah, un vaudeville formidable. à l'italienne. C'est formidable, vous trouvez? Oh, c'est une formidable histoire. Véronica n'est pas contente, hein, ça on le sait, on en a déjà parlé la semaine dernière parce que son mari a dragouillé, on va dire, une animatrice. Avec toi, j'irai n'importe où, même sur une île déserte, a-t-il dit, dans cette langue, enfin, mieux que la mienne, mais enfin, il l'a dit comme ça. Et 5 minutes après, Une jolie députée. une députée de son propre mouvement politique.
politique. Forza Italia, il s'appelle Mara Carfagna, il lui a dit, s'il n'était pas déjà marié, il t'épouserait tout de suite. Voilà. Ça, c'est peut-être Il lui a espagnol dit comme comme ça. accent. Ouais, ça c'était plus Autre espagnol. portugais. C'est pas espagnol. terrible, hein, C'est c'est plutôt pas mexicain, terrible. là, mais enfin bon. Sauf que, évidemment, sa femme, à Berlusconi, n'a pas apprécié du tout. Elle a demandé des excuses. Alors là où elle est un peu vicieuse, quand même, c'est qu'elle a demandé des excuses. Mais payante. Non, à la une d'un journal d'opposition à Berlusconi, c'est-à-dire dans un Non, mais journal. cette dame ne manque pas d'esprit et elle avait déjà publié un livre où, en gros, elle disait tout le mal qu'elle pensait de la politique de son mari quand il était au pouvoir. Voilà. Elle aurait des ambitions politiques elle-même. Non, mais enfin, elle a réussi à tenir ainsi. Ah ben ne dites pas Mais non, ce que- hein. ce que- C'est ce que dit Libération. Dit qu'elle Si pourrait. Libération le dit. Elle pourrait être candidate. Derrière la colère de Véronica se cacherait, outre une sombre histoire d'héritage, parce que c'est l'homme le plus riche d'Italie encore, Oui, Berlusconi. l'un des plus riches d'Europe. Il a Il en été- a des tracteurs, hein, Berlusconi. Il a des détracteurs surtout. Il a Des été cassants opéré. derrière. Il a été opéré du cœur. Il a 70 ans et El Cavaliere, comme on l'appelle, aurait privilégié dans son testament ses deux enfants, ses deux aînés, Marina et Pier Silvio, nés d'un premier mariage, plus que sa compagne actuelle. Et les 3 enfants qu'elle lui fit. Voilà. Alors voilà pourquoi elle ne digérerait pas le testament de Berlusconi et qu'elle s'en prendrait. à Enfin, lui. le dernier fils, qui a 18 ans, est déjà entré au conseil d'administration du groupe de papa. Donc voilà, je veux dire, tous les rejetons sont casés. Mais ce que disait la femme, c'est que il y avait eu drague publique, donc je veux excuse publique. Il y aurait eu drague privée, je t'aurais fait ça dans le secret de l'alcôve. Mais qu'en plus, derrière elle, femme de Berlusconi, c'était toutes les femmes italiennes qui devaient, et c'était lutter contre le machisme. En même temps, c'est un rital, hein. Ils font tous ça, les rital. Ils draguent toutes les filles, donc Ah oui c'est pas une nouveauté quand même. Ils aiment bien, c'est séducteur le rital. Ils arrêtent pas, ma que tu es belle. Viens, je te fais une pizza, viens, je te fais une pizza. Ils sont tous comme ça. Rappelez-moi donc- le nom du c'est papa comme de ça vos qu'ils enfants. Ah oui, bah voilà. Et je suis plus avec, hein. Avec Et des en pi- plus, lui, c'est une moitié de rital. Je me suis dit tiens, il parle en connaissance de cause. Ah, voilà. Les rital. Je suis Rital et je le Le reste. reste, La, 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 le la. geste. C'est un peu ça. Arrivederci, Roma. Tiens, qui a employé ce joli mot de calinothérapie? Faut dire qu'il est très fort hein, pour les néologismes. Ah bah oui, parce que la calinothérapie, à ma connaissance, c'est pas dans le dictionnaire. Quand même. J'adore ça, ça me fait bien. C'est un mal. psy, c'est un docteur. Non, c'est non, Un non, politique. non. C'est un politique, évidemment, qui a parlé de calinothérapie. C'est au moins Jack Lang. C'est Jack Lang, évidemment. Bravo, Christine O'Krent. Ah, elle sait tout. C'est terrible. C'est embêtant. C'est son ouais. travail. Voilà, à propos évidemment de l'éducation et des profs qu'on s'arrache en ce moment. Hein. Vous avez vu, c'est même dans les journaux aujourd'hui ce que les candidats proposent aux professeurs. Et Jack Lang a voulu revenir sur un des derniers discours de Nicolas Sarkozy en disant mais comment ose-t-il dans son discours sur l'éducation se livrer à une démagogique opération de calinothérapie des enseignants. C'est joli. Hein. Enfin, lui en fait beaucoup de calinothérapie vis-à-vis de Ségolène Royal. Ah oui, mais c'est l'as de la calinothérapie, Ah, c'est l'as. Monsieur Lang. Oui. Non, Un nom pareil. oui, Vous voulez me dire qu'il fait de le la roi de lèche la lèche, oui, évidemment. Bah oui, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? La calinothérapie. Moi, je trouve ça joli. Un qui est moins content, c'est Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, qui lui aussi, alors, pourtant, je crois savoir qu'il soutient plutôt Nicolas Sarkozy, monsieur Gilles de En Robien. tout cas, mais- il est dans le même gouvernement. Voilà, mais il n'est pas content que Nicolas Sarkozy ait parlé de faillite de l'éducation. Et le ministre de l'Éducation, donc, a déclaré ce sont des propos très mal inspirés, maladroits, injustes vis-à-vis du travail magnifique fourni par les enseignants. Voilà, des propos tenus depuis Pékin. Ah oui? Parce qu'il était à Pékin Lui à aussi? ce moment-là. Eh Quelle oui. bravitude de la part de monsieur de Robien. Ils vont tous en Chine. Ils se baladent. Bah, est-ce que ça voudrait dire, parce que je me suis dit, il y a toujours des choses qui se cachent derrière ce genre de déclaration, est-ce que ça voudrait pas dire que monsieur de Robien, qui quand même il fait toujours partie de l'UDF, que je sache, il n'a pas, Oui. voilà. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il sent le vent tourner en faveur de François Bayrou et qu'il se dit, tiens, peut-être que je devrais retourner un peu au bercail? Non, il est au gouvernement. Donc, pour le moment, le bercail, c'est le gouvernement. Après, il faut voir ce qui arrive à l'Y de Bayrou dans le mar de café. Madame Irma, dites-nous. Alors, justement, au programme ce soir à la télévision, la première émission. J'ai une question à vous poser en prime time sur la une. C'est Nicolas Sarkozy qui inaugurera la formule orchestrée par Patrick Poivre d'Arvor et toute la presse depuis ce matin évoque toutes ces émissions de télévision
télévision, il en existe aussi à la radio, où on opposera les candidats non pas et non plus à des journalistes, mais à des électeurs potentiels, aux Français en tout cas, qui leur poseront des questions. Ce sera le cas aussi d'ailleurs sur France 2, c'est déjà le cas avec Arlette Chabot, qui elle aussi utilise cette méthode. Sur France 3, ce sont différents téléspectateurs des régions qui poseront des questions aux... Ce sont des gens aussi, hein. Oui, ce sont des gens. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont en région que ce ne sont pas des gens Bien sûr, comme sur TF1. Non, mais je précise parce que comme chacun invente l'eau tiède à chaque coup, je soulignais la spécificité, évidemment, de la chaîne France 3 voilà, région, chère Christine O'Krent. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, de toute cette formule d'opposer les candidats à des Français plutôt qu'à des journalistes? Mais on a déjà vu ça, me semble-t-il, avec Monsieur Chirac au moment la Constitution. Oui, ça lui a pas porté chance. Du référendum, oui. C'était des jeunes avec Monsieur Chirac uniquement, je me souviens. C'était Jacques Chirac face aux jeunes. C'est Claude Chirac, sa fille, qui en avait eu l'idée. Non, mais c'est une très bonne idée. Il y a très longtemps, avec Guillaume Durand, c'était sur la 5, la Cinque de l'époque. Ça s'appelait Face à France. Moi, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire, une soirée consacrée à Nicolas Sarkozy sur TF1. Ça fait 2 ans qu'ils font ça. Non, vraiment, franchement. Non, pas du tout. On va encore vous accuser de parti pris, Moustapha. De ces clowneries, là. En même temps, il faut quand même reconnaître que être le premier à passer et à essuyer les plâtres, quand on connaît pas la formule, c'est pas c'est mieux que d'être au milieu. C'est beaucoup oui. plus malin. Bah oui, parce que toute l'attention, évidemment, va être braqué sur la première. Enfin, et si il se trompe, il pourra dire c'était la première. Et en plus, tous les militants UMP sont alertés par SMS pour être devant leur poste, parce qu'évidemment, Nicolas Sarkozy, et c'est légitime, a à cœur de faire un très bon audimat. Pour essuyer les plâtres, mieux vaut les chébouiller. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Vous avez imaginé les émissions de télé où on peut passer... J'ai fait plus qu'imaginer. Vous savez quand même qu'il y a ce grand débat sur la bipolarisation entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy dans les médias. Bon, maintenant, on permet à d'autres candidats de venir s'exprimer sur les plateaux de télé et dans les émissions de radio. Je me suis renseigné, j'ai même appelé les attachés de presse de chacun des candidats à la présidence tout le week-end qui m'ont révélé quelles étaient les émissions de télévision que les présidentiables souhaiteraient faire, les émissions auxquelles ils aimeraient participer. Oui, parce que c'est vrai que François Bayrou dit je ne suis pas assez invité sur TF1 entre autres et que on ne laisse que de la place pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy et les autres que font-ils dans tout... Arlette Laguier où elle pourrait passer par exemple. Alors Arlette, elle, ce qu'elle aimerait c'est remplacer Christine Bravo dans On a tout essayé mais sans le patronat. Ah oui, dans l'émission du samedi, même sans le patron, c'est pas mal. Ségolène Royal, alors on pourrait la placer dans quelle émission? Alors Ségolène Royal, elle, son grand rêve, c'est de jouer à mots croisés. Mais attention, mots croisés, c'est déjà une émission politique, c'est pas un jeu. Ah si, pour Ségolène, c'est un jeu. La preuve, par exemple, si je vous dis bravoure plus solitude, vous me dites? Bravoure plus solitude, bravitude. Et bah voilà, ça c'est un mot croisé, par exemple. Ah oui, c'est pas mal. Bayrou, alors on peut le mettre où? Ah bah Bayrou, il se plaint tout le temps et pourtant il a été invité il y a pas si longtemps, il y a que la vérité qui compte. Mais ça s'est arrêté. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont invité alors. Olivier Besancenot. Alors lui, il aimerait participer à Faites entrer l'accusé de réception et il voulait aussi participer à Vie ma vie mais personne n'a voulu échanger avec la sienne. Nicolas Sarkozy pourrait passer dans une émission autre qu'une émission politique. Une émission musicale, Entrée des artistes, l'émission de Pascal Sevran. C'est normal, en fait ils ont plein de points communs. Il y en a un c'est le pote d'Hergé et l'autre de Tintin. Un Tintin, alors on peut comprendre. José Bové, on le mettrait où? Alors lui il a carrément passé les essais pour présenter le journal du Hard. Et au casting on lui aurait fait remarquer qu'il avait une vraie bouche à pipe. Et il a répondu qu'il était prêt à tout démonter. Et on termine avec Jean-Marie Le Pen. Alors lui Jean-Marie Le Pen là, contre toute attente, il veut participer à la cible. Et en plus de ça, il pourrait gagner à la cible, Laurent. Ouais, il a toutes ses chances. En même temps, faut dire que c'est plus facile de viser avec un œil déjà fermé. C'est quoi la cible comme émission? C'est le jeu d'Olivier Mine le midi sur France 2. Présenté par Marie-Ange Nardi maintenant. Non, bon, c'est plus Olivier Mine. Bon, il y a un bel lurette. Mais je regardais, mais j'avais pas le son. C'est Marie-Ange Nardi et c'est Olivier Mine les autres jours. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner, nous sommes là depuis 16h jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Michel Bernier, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Et on pourrait peut-être parler, parce qu'on a eu quand même quelques informations supplémentaires là-dessus ce week-end, du greffé du visage qui, pour la première fois, a vu son nouveau visage. On lui a tendu un miroir. Et il a fait « Oh non, non, non !» Michel. Mais non, il était très content. En plus, il a un joli visage manifeste. Il faut dire que c'est franchement, alors, pour le coup, on peut dire que la médecine fait des choses formidables, parce que par rapport à avant, ce monsieur souffrait de la maladie dite d'Elephant Man, et là, évidemment, il se découvre un nouveau visage avec une barbe. C'est là où quand même l'info est étonnante, c'est que la barbe a poussé sur donc la partie du visage qui n'est donc
pas la sienne aujourd'hui, mais qui n'était pas la sienne à l'origine. Et cette barbe, on a tout de suite analysé les poils, et l'ADN n'est pas son ADN à lui, mais l'ADN du donneur. T'imagines le prochain truc des experts, là, ça y est, on a le scénar. Génial. Ah bah oui, pour voler un scooter, c'est génial, parce que c'est le mec mort qui va se faire arrêter. C'est top. Le voleur habite allée 2, place 24 au Père-Lachaise. Non mais l'ADN des poils de cette barbe est celui du donneur et non du patient. À ce jour, on ne sait pas ce qui va se passer avec le temps. Est-ce que les poils resteront identiques, ou est-ce qu'un chimérisme, c'est-à-dire un mélange entre les cellules du donneur et du receveur, va se produire? On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les experts, évidemment, vont analyser tout ça, et les chercheurs vont analyser tout ça avec attention. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas encore, évidemment. Mais en tout cas, lui était très content de son visage. Il aurait pu le voir avant, mais il avait demandé à attendre et à patienter encore. Il Pour que ça soit bien cicatrisé. il se sentait pas prêt à voir son nouveau visage. Qu'elle va faire un drôle d'effet, hein. Vous savez, quand on rencontre les gens au premier coup d'œil, quand on regarde comme ça, on se dit, même si on ne les connaît pas, tiens, ce type a une gueule sympathique ou pas sympathique. Vous êtes d'accord? Même si tu vas pas le connaître, tu dis, tiens, je l'aime bien cette bonne femme, cette personne. Et moi, je me suis demandé, est-ce que je m'aimerais moi si je me rencontrais pour la première fois? Et donc j'ai profité. Ça, c'est une question. C'est une bonne question. Nous, on peut vous répondre. Oui, mais attendez, moi, vous pouvez pas me répondre. Est-ce que je m'aimerais moi? Jérôme, ne t'inflige pas de tels. Je l'ai fait il y a très longtemps. J'étais au service militaire. Au service militaire, c'est relativement simple d'éviter sa gueule. Je me suis évité de me raser au jugé. J'ai évité tous les miroirs. Non, j'ai évité tous les miroirs pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, je ne me suis pas regardé. C'est-à-dire que j'ai oublié mon visage. Et un jour, je suis dans les toilettes comme ça. Je me dis, il y a une miroir. Parce qu'il y a des glaces il faut que je me regarde, mais pendant 1 seconde seulement, même pas une demi-seconde. Je vais faire toc toc comme ça devant le miroir, et j'aurai un coup d'œil comme ça, et je vais découvrir quelqu'un que j'ai oublié complètement. Et ben, j'ai fait ça. Tac tac. Et alors, je me suis regardé. Ils arrivent, ils viennent te chercher, Jérôme. Et ben, je m'aime pas. Si j'étais moi, en gros, si je rencontrais un mec à ma gueule, que je connaisse pas la mienne, hein, T'aurais pas envie qui de me te le faire. demanderait, donnez-moi un franc ou bien achetez-moi ma voiture d'occasion, je l'achèterai pas. J'achèterai jamais une voiture Mais je d'occasion à comprends Bonaldi. qu'il joue à la poupée. Ce qui est moi, je me étonnant vois dans pas cette histoire l'avantage. de barbe du greffé du visage, c'est que donc ils lui ont rasé cette barbe. On nous explique que les infirmières ont procédé à la toilette du jeune homme, notamment au rasage de sa barbe. Vous imaginez que nous, enfin pas vous mesdames, mais nous les hommes, quand nous nous rasons déjà, on fait attention, on a toujours peur de se couper. Vous imaginez raser la barbe de quelqu'un qui vient d'avoir un nouveau visage. Ça doit être un moment vachement émouvant et vachement où on doit se dire attention à ce qu'on fait. Est-ce qu'on va pas, enfin je sais pas, ça me Est-ce qu'on paraît. va pas lui faire mal? Ben oui, non mais plus que ça. On va l'abîmer. Et encore, il faut faire mal à lui, mais aussi à l'autre, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on rase la barbe qui n'est pas vraiment la sienne, c'est la barbe du visage qu'on lui a greffé. Je crois qu'ils ont c'est un moment intense. Ils ont utilisé un 4 lames, je crois. Une qui soulève le greffon. Oh non. Une le poil, l'autre coupe le poil, et la dernière repose le greffon. La perfection au masculin, on appelle ça. Il y a un truc très joli qu'on m'a dit, c'est si l'abbé Pierre avait été donneur, on se serait battu pour avoir sa greffe du cœur. Ah, C'est chouette ça, c'est si on joli. avait donné le cœur de l'abbé Pierre à quelqu'un. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est joli. Un autre portrait dont j'aimerais vous parler, le fameux portrait mystère qu'on a vu un peu partout dans Paris, mais aussi partout en France. Vous savez, c'est un garçon un peu hirsute avec des lunettes, un grand sourire un peu béat, un peu niais, et on s'est toujours demandé de quoi il s'agissait. Qui était ce garçon? Vous voyez ça quand on passait sous un pont, sur les murs. Enfin, c'est partout on a vu ce portrait du garçon hirsute à lunettes, dont on connaît toujours pas le nom, et on ne connaîtra jamais son nom parce qu'en fait il n'existe pas. Et ça, je l'ai appris ce matin en lisant Le Parisien. C'est Laure Paulet qui signe cet article et qui dit d'ailleurs qu'il y a eu des tas de rumeurs sur cette affiche qu'on a vue depuis des années déjà maintenant en France. Certains ont dit c'est le fils de Sarkozy, d'autres c'est le fils de Mitterrand, le fils d'Elvis Presley. Certains ont même dit le gourou d'une secte. Or, ce personnage n'existe pas. Ce sont 3 garçons qui ont inventé ce portrait à partir d'une photo et l'ont modifié à la palette graphique. Ils ont rajouté un peu de sourire, un peu de cheveux en pétard. Le but, c'est qu'il ait une gueule sympa. Ça, c'est plutôt réussi. Et en fait, ce portrait a voyagé à travers le monde, parce que pas seulement en France, on l'a vu en Espagne, aux États-Unis. Il y a eu plus Et ça sert à quoi?
Alors maintenant, je vais vous le dire, ça servait à rien au départ, c'était ça leur but, que ça ne serve à rien. Mais maintenant, puisqu'ils ont réussi leur coup, ils comptent s'en servir pour lancer de la promotion. Et par exemple, il y a une pièce qui se joue, je crois, à la Nouvelle Ève, une pièce qui s'appelle La Pièce. Déjà, rien que le titre est original, au moins La Pièce. Il y avait eu l'émission pour les nuls, là c'est La Pièce. Et l'affiche de la pièce, c'est le visage de ce garçon. C'est l'image. Qui ne joue pas pour autant dans la pièce, puisqu'il n'existe pas, évidemment. Ouais. C'est pas mal, ça vous plaît évidemment comme coup de je trouve pub. ça magnifique et gratuit. Je trouve que ça date il y a longtemps, hein, je crois que ça a 7 ou 8 ans, cette facile. histoire. Ils ont commencé il y a très longtemps. Je trouvais ça formidable parce que c'était gratuit dans tous les sens du terme. C'était pas récupérable. Si maintenant ça commence à être récupéré, à l'époque, ils étaient 3 étudiants en toujours. publicité, sociologie et graphisme. Ils ont lancé ce qu'ils appellent un buzz avec un message à la clé. Le message, c'était que on pouvait faire quelque chose contre ce système qui sans arrêt nous matraque d'informations et de marques. Nous voulions, disent-ils, communiquer pour rien, sur rien, gratuitement. C'est bien. Et Formidable. le message a dépassé évidemment ce qu'ils pouvaient espérer. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont plus étudiants et qu'ils lancent évidemment leur propre société, ils comptent bien évidemment se servir de ce logo, de leur signature, pour le vendre auprès des différents spectacles qui le réclameront. Le petit joueur de flûte a trahi. C'est dommage, c'était beau parce que c'était totalement inutile. Vous voyez de qui on parle, Christine? Regardez, je vous montre son visage. On le voit en noir et blanc, il est sur Vous l'avez déjà vu évidemment, ce garçon. L'intelligence de ce truc-là, c'est qu'il a été fait, il a été collé, mais au dos des panneaux de signalisation. Donc comme ça, il est moins décollé que le reste. Mais c'est vrai qu'on en voit vraiment partout. C'est très parisien, hein, quand même. Mais ça fait quand même 7 à 8 ans que les mecs, toutes les nuits, ou quasiment toutes les nuits, se lèvent pour aller coller ces affiches. Michel Bernier a vu pour nous les nouvelles collections, on peut dire masculines pour l'automne-hiver 2007-2008. Je dis pas que vous êtes rendu dans tous les défilés, mais en tout cas, vous avez vu qu'effectivement, les garçons suivaient la mode féminine parce que eux aussi, comme les top modèles féminins, sont de plus en plus maigres. Ah, ça c'est clair. Ils sont plus musclés non plus, les garçons aujourd'hui. Ils doivent être maigres pour pouvoir défiler. Alors, on sait que les collections de mode, généralement, se divisent en 2 saisons, automne, hiver et printemps, été. Il faut dire que maintenant, avec le réchauffement climatique de la planète, on aura bientôt plus qu'une saison. Donc, bientôt, paréo pour tout le monde de janvier à décembre. Et le Père Noël en tongue, hein. Bon. En attendant, on sait pas ce que fument les créateurs. C'est vrai, on a envie de savoir, mais parce que déjà que pour les femmes, on se demandait comment ils pouvaient imaginer des fringues aussi immétables, surtout à Carrefour en poussant le caddie. Mais alors, en ce qui concerne les hommes, faut vite choper les dealers. Ils sont vraiment dangereux. Entre le costume style kamikaze japonais de chez Galliano, je vous assure vraiment la photo, elle est insupportable. Les gants noirs jusqu'au coude de chez Raph Simon et les pantalons trop courts de chez Lanvin, genre Pee-wee, tout ça porté par un mannequin épais comme un cure-dent. La démarche assurée d'un puceau qui fait croire qu'il ne l'est plus. On a peur de ce que peut devenir l'homme moderne de demain. En tout cas, cette image de l'homme n'est pas très rassurante pour nous, les femmes. Et sans vouloir paraphraser le grand philosophe Patrick Juvet, où sont les hommes? Ils ne parlent plus d'amour, vous plaquent à 40 ans pour une pétasse de 20 ans. Ils s'habillent comme des clowns. Et qui va se faire habiller? C'est nous. Mais que va devenir le nounours en Marcel? Le raffiné au poignet d'amour, l'élégant dégarni dans son jogging go sport, le délicieux poilu des jambes dans son short à fleurs, le classieux aux chaussettes dans les sandales, le distingué collègue de bureau, la sacoche en bandoulière, le charmant voisin de camping, le ventre rond orné d'une banane, le rustique moustachu en chemise à carreaux. Eh bien, il est à côté de nous, les filles. Non, il n'a pas disparu. Ouf! Mais avec la collection hiver, si vous comptez boire un espresso avec Georges Clooney et son costard bien coupé, eh ben non. Vous n'irez manger que des algues bio dans un resto avec un épouvantail à moineaux. C'est moi qui vous le dis. C'est vrai que les types... Ils sont cadavériques, les garçons qui défilent aujourd'hui. Ah, c'est monstrueux, faut quand même... C'est vrai que Mustapha, vous pourriez faire top modèle maintenant. C'est ça, ouais. Pas très... Si un jour j'ai plus de travail, j'irai faire ça. Hein. Bonaldi, c'est foutu pour vous. On est trop gros, Bonaldi. On est et moi. vraiment trop gros. On est foutu, on mange trop. Ah ouais. Peut-être qu'il y a une collection pour les routiers ou un... on sait pas. Un mot de politique, tout à l'heure on parlait de Nicolas Sarkozy présent ce soir sur TF1. Ségolène Royal, elle, ce sera dimanche prochain, son dimanche en quelque sorte, le fameux 11 février. Il y a une formule amusante, c'est le fabiusien Claude Bartolone, qui bien qu'après avoir supporté... soutenu Laurent Fabius, oui, enfin, supporté aussi. Et pendant longtemps. Maintenant soutient Ségolène Royal. Il a eu une comparaison assez étonnante. Il a dit, elle fait une campagne à la Aimé Jacquet.
Ruquier. Avant la Coupe du Monde de foot de 98, il avait pris un tempo de préparation de son équipe différent et tout le monde disait ce coup-ci c'est cuit. Eh bien, vous verrez, on risque d'avoir maintenant ce qui s'est passé aussi pour la Coupe du Monde en 98. Un démarrage très lent. Mais est-ce que ça veut dire qu'à par la suite, elle va faire les pubs pour les cafétérias Casino? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Comparer Aimé Jacquet et Ségolène Royal, fallait le faire. Oui, je sais pas auquel des deux ça fait le moins plaisir, mais... Et la révolution écolo de Monsieur Chirac, peu suivie par les Américains et les Australiens. J'ai vu des images étonnantes hier à la télévision. Je ne sais pas qui était cet Américain qui a fait une déclaration en disant « Nous, petits pays du monde, ne pouvons rien faire. » C'est quand même énorme. « Nous, petits pays du monde, ne pouvons rien faire pour sauver la planète. C'est à tous les autres pays de le faire. » En gros, je résume. Non, mais il y a eu surtout un grand dégagement assez bien tourné, d'ailleurs, de Dominique Voynet, s'étonnant des enthousiasmes écolos d'un Jacques Chirac qu'on avait connu défendant les agriculteurs, l'agriculture intensive, etc., etc. Et les essais nucléaires aussi, évidemment. Voilà. Elle a raison, Dominique Voynet. Elle défend évidemment sa paroisse. Oui, sa paroisse qui rétrécit, la pauvre. Un hommage, un mot sur Michel Roux, grand comédien du théâtre de boulevard, décédé à l'âge de 77 ans. Il est décédé vendredi à Paris. Tous ceux qui regardaient dans les années 70-80 au théâtre ce soir se souviennent évidemment de Michel Roux, qui a joué dans de nombreuses pièces de boulevard avec succès. Plus récemment, il avait joué aussi aux côtés de Jacques Villeray dans Le Dîner de cons, puisque c'est lui qui avait repris le rôle de Claude Brasseur, rôle interprété par Thierry Lhermitte à l'écran au cinéma. Mais au théâtre, c'est Michel Roux qui jouait ce rôle aux côtés de Villeray. Il était très, très, très drôle. C'est un comédien vraiment qui remplissait les salles dès qu'il jouait une pièce de boulevard. Récemment, il avait joué Le Charlatan aux côtés de Jacques Balutin, une pièce de Robert Lamoureux, c'était au théâtre du Palais Royal. Il a joué dans La Cage aux Folles, dans Monsieur Mazur, dans Le Canard à l'Orange, dans Tromper n'est pas joué. Récemment, je vous l'ai dit, dans Le Dîner de cons. Et évidemment, tous les journaux rappellent, mais le pauvre, il n'était quand même pas que ça, rappellent qu'il était aussi la voix française de Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Mais pas seulement Tony Curtis, il doublait aussi la voix de Peter Sellers, dans tous les films, La Panthère Rose, le fameux inspecteur Clouseau. Eh bien, c'était aussi la voix de Michel Roux pour la version française, mais évidemment. J'ai appris que les anglo-saxons, enfin du moins les anglais, américains, aimaient regarder de temps en temps Amicalement Vôtre avec la voix de Roux parce qu'il la trouvait formidable. Mieux que la voix d'origine. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'il était très très drôle, Michel Roux, est vraiment amusant aussi avec Jacqueline Maillan dans Féfé de Broadway, dans beaucoup d'autres pièces. Il avait chopé vraiment le truc de Tony Curtis. C'est ça qui est génial quand il y a les bons doubleurs, c'est quand ils chopent, ils ont la même énergie que l'acteur. Enfin, là, bon, c'est formidable. il avait prêté sa voix aussi à Jack Lemmon et aussi à Alec Guinness, mais franchement, je trouve que c'est le réduire Libération, par exemple, qui titre ce matin, la voix française de Tony Curtis s'est éteinte. En gros, il pourrait au moins mettre son nom dans le titre. Je trouve que c'est vraiment... en même temps, attendez. De toute façon, Libé, ils ont jamais regardé ces acteurs-là de leur vie entière. Ils savent même pas qui c'est. Les autres ont méprisé, donc je vois pas pourquoi ils leur Michel Roux, symbole du boulevard, mort de Michel Roux, le boulevard. Moi, j'ai un souvenir de Michel Roux, parce que je peux vous raconter que pour ma première pièce de théâtre de boulevard, la presse est unanime. Il se trouve qu'un comédien on fait des lectures, vous savez, pour les pièces avant que des producteurs ou des théâtres n'acceptent la pièce. Et il se trouve qu'Isabelle Mergo, donc qui faisait la lecture et qui avait le rôle féminin principal, avait choisi un comédien qui, 1 heure avant la lecture, n'est pas venu, décide de ne pas venir. Et j'étais bien emmerdé parce que c'est très important, c'était la première pièce, il fallait que le metteur en scène, que le directeur, que les producteurs de la pièce se décident. Que faire ? Pas de comédien pour jouer le rôle masculin. Et j'avais appelé Michel Roux parce que j'avais eu la chance de le croiser dans quelques émissions. J'ai appelé plusieurs comédiens, je dois dire. Je me dis, bah non, je peux pas comme ça en 1 heure. Et Michel Roux tournait en région parisienne. Il m'a dit à quelle heure c'est? Je dis 14 heures. Ok, j'arrive. Il n'avait pas lu la pièce, c'est-à-dire qu'il l'avait jamais lu. Et il l'a joué en lecture aux côtés d'Isabelle Mergo, en découvrant le texte au fur et à mesure. Et il était le plus drôle que j'ai pu voir dans ce rôle. Hélas, il n'a jamais joué la pièce sur scène. Et vous voulez que je vous dise pourquoi il l'a jamais joué sur scène? Parce que certains théâtres parisiens, et c'est ça qui est triste, me disaient « Ah non, pas Michel Roux chez nous », parce que justement, il était jugé trop populaire et trop théâtre de boulevard. Voilà pourquoi c'est Gérard Miller qui a joué le rôle. C'est vrai que Gérard Miller faisait moins populaire boulevard. Mais c'est vrai que c'est dingue quand même. Non, c'est terrible, mais ce que je vous dis là est tout à fait vrai. Et je voulais rendre hommage à ce monsieur parce que vraiment, il avait été d'une gentillesse et je vous dis, il a fait ça. Et puis voilà, il était très drôle et le public l'adorait. Gérard Miller qui est la voix française de Mao, on m'a dit. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1.
va se gêner toujours Christine O'Krent, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une chanson qui s'appelle Fais-moi une place, que vous allez comparer à quoi, Serge? Oui, c'est vrai que ça va être surprenant. Je vais le comparer à un concerto de Mendelssohn, un concerto pour violon en mi mineur qui a été écrit en 1845. Et cette chanson, bien sûr, Fais-moi une place, a été chantée par Julien Clerc, mais c'est des paroles de Françoise Hardy, c'est ça? Voilà, elle a été créée par Julien Clerc en 1989 et repris un petit peu plus tard par Françoise Hardy qui elle-même avait écrit le texte. Et la mélodie, donc, puisqu'elle est signée Julien Clerc, ça veut dire que Julien Clerc, c'est lui qui se serait inspiré du concerto en mi mineur pour violon de Mendelssohn? Bien, je ne pense pas. À mon avis, c'est une véritable coïncidence. Une rencontre, comme on dit. Oui, vraiment une coïncidence. Alors faites bien attention, il n'y a pas de violon dans l'accompagnement de Françoise Hardy ni de Julien Clerc. Donc quand vous entendrez le violon en surimpression, c'est celui du concerto de Mendelssohn. D'accord, c'est vous qui l'avez rajouté. Fais-moi une place dans ton avenir pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, autant lointain pour être à toi. Bravo Serge, c'est manifeste. Bravo. Voilà, c'est ce qu'on appelle une coïncidence. Non, c'est une belle trouvaille. On vous applaudit, merci Serge Liado. Jérôme Bonaldi, alors, il est temps de nous dire enfin quelle est cette poupée Barbie que vous aviez dans les mains depuis le début de l'émission et qui a tant intrigué Christine O'Krent. D'abord, c'est pas une poupée Barbie, c'est Miss Scooby. C'est qui Miss Scooby? Eh ben, Miss Scooby, c'est une poupée qui est un petit peu plus de la même taille, oui, effectivement, que la poupée Barbie. Sauf que elle joint l'utile à l'agréable. Elle est un peu plus de la même taille que l'autre. Hein. Voilà. Mais à peu près. Hein. Elle a des cheveux en Scooby-Doo. Si bien que on peut joindre l'utile à l'agréable, préparer sa future profession de coiffeur pour dames, dans le genre mettre des dreadlocks et faire des Scooby-Doo en même temps qu'on joue à la poupée. Donc si, voilà, c'est bon pour les garçons et pour les filles. Pour les garçons? Les cheveux de la poupée. Mais oui, les garçons ils font les Scooby-Doo. J'ai un autre truc à vous proposer, c'est du... Heureusement, parce que je suis pas sûr qu'on aurait tenu jusqu'à 18h avec vos Scooby-Doo. Avec votre papier photo. Oui, à imprimer pour votre petite imprimante photo, sauf que il est post-it. Ah, une fois que tu t'as imprimé, t'enlèves le petit truc et hop, tu peux coller ou décoller ou repositionner ta photo où tu veux. Ah, c'est bien ça. Ça vous plaît? Ouais, ça me plaît. Je vous donne, c'est Post-it qui fait du photo paper, du papier photo. Bien. C'est tout pour aujourd'hui, chef. Excusez-moi, j'étais un... Ah non, je pensais que vous alliez me parler de la nouvelle chaussure Michelin. Ah, c'est Michelin. Michelin a un problème. Michelin est connu des hommes, mais pas assez des femmes. Il y a que les hommes qui se connaissent Michelin. Du coup, Michelin se dit... n'importe quoi. Depuis qu'il joue à la poupée, il a une vision sexiste. Non, mais c'est parce qu'on dit le bonhomme Michelin, c'est pour ça. Mais non, mais sans blaguer, c'est vrai. Alors, donc... C'est vrai qu'on la connaît pas, Madame Michelin. Code de mode. La bonne femme Michelin, on la connaît pas. Michelin s'est dit, il faut que je sois plus connu. La bibin de femme. Donc, ils vont faire des tas de produits différents. Ils avaient fait déjà des cordes de tennis avec Monsieur Babola. Monsieur Babola. C'est qui Monsieur Babola? Babola, c'est le roi de la corde de tennis. Ah bon. Avec Michelin, ils ont fait des cordes ensemble. Ensuite, avec un autre type qui s'appelle Delta, ils ont fabriqué des lunettes de protection industrielle.
avec la norme NF RS 624-38. D'accord? La norme de sécurité. C'est des lunettes Simplement, gonflables. c'est des normes pour les soudeurs, pour les types qui tapent avec des marteaux, qui ont des enclumes et qui sont des trucs dangereux pour se protéger les yeux. Les lunettes sont tellement belles que maintenant les cyclistes ils l'ont pris. Pour eux, tu vois les cyclistes dans le Tour de France, monsieur Oakley et autres, monsieur Vuarnet, il a plus qu'à bien se tenir. Bientôt on va avoir des lunettes Michelin. Il a fait également. Je vous avais demandé de parler des chaussures, moi. Et il va arriver enfin. Il a commencé par le haut. Historique. Il a fait des chaussures. On allait au slip, on arrivait au slip. Il a déjà fait des chaussures de tennis. Il va bientôt faire des chaussures de Vous seriez pas un pneu crevé? Alors, c'est quoi la différence? Elles vont rouler, donc, ces chaussures. Ça fait longtemps que, par exemple, ceux qui font de la montagne, ils ont des chaussures avec de la gomme très fine, qu'ils chauffent d'ailleurs exactement comme les gens qui font de la Formule 1. Tu chauffes un petit peu tes chaussures comme ça, tu tapes dessus avant que tu fasses de l'escalade. Dès que tu fais de la varap et de l'escalade, t'as intérêt à avoir une gomme très souple et déjà chaude. Il y a quand même une grande bande de malades, quelque part, franchement. Il y a un lien très fort entre la gomme de Formule 1 très douce et le sport. Tu fais de la varap? Je vous amènerai demain les chaussures Michelin, les lunettes Michelin, les fringues Michelin, les cordes à sauter Michelin. Ils vont jamais vous laisser rentrer. C'est comme le mec de Bègle, hein, fais attention. Tu sais, celui qui a tout en Ferrari, lui, c'est en Michelin. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Merci Jérôme. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va te gêner jusqu'à 18h. Michalak, Mustapha, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier et le retour de Michel Bernier et le retour de la grippe aviaire. Non, elle n'a aucun rapport évidemment. Rien à voir. Mais je voulais dire que nous allions tout de suite parler du virus H5N1 qui fait son comeback, donc manifestement 159 000 dindes gazées en Grande-Bretagne. Et Noël est passé. Et je vous vois déjà venir avec Mme de Fontenay en tête. Non, on ne le pensait pas. Mais voilà, il faut circonscrire l'épizootie, j'adore ce mot, l'épizootie, l'abattage par gazage de 159 000 dindes que compte l'élevage, le fameux élevage dont on a parlé beaucoup ce week-end. Bernard Matthews, connaissiez Bernard Matthews? Bernard Matthews. En fait, tu mets des accents, il n'y en a pas. Il s'appelle Bernard Mathieu. Mais il est anglais. Il n'existe pas vraiment, hein. Ah bon? C'est le numéro 1 de la volaille en Angleterre. Comment ça, il n'existe pas, Bernard Matthews? Ça existait il y a très longtemps. C'est comme le père Dodu, ça existe pas. Voilà. Mais le père Dodu, je me doutais qu'il n'existait pas. Le père Dodu n'existe pas? Ouais, il n'existe pas, Mustapha. Sans me préparer à l'avance, vous m'annoncez comme ça, brûle pour point, que Bernard Mathieu n'existe pas. Un homme qui m'a confié des dindes pendant des années. Alors que Flora Mission is not existing also. C'est une marque. C'est une marque. C'est une Enfin, marque. généralement, il y a un homme, un humain derrière la marque. Bon, alors, donc, le virus H5N1 est de retour. Est-ce que vous pensez qu'on va nous bassiner autant qu'il y a un an avec cette histoire-là, Christine O'Krent? Parce que on nous a quand même fait peur l'année dernière. À juste raison, avec le recul. Mais il vaut toujours mieux, prévenir que ne pas réussir à guérir tout le monde, parce que c'était quand même ça la grande crainte. Et il y a eu à nouveau une personne qui est morte. Pour autant, tous les responsables français nous disent depuis hier qu'il n'y a aucun risque de contamination pour l'espèce humaine. Quand même, on nous dit qu'en Grande-Bretagne, des 8 millions de dindes qui ont rôti dans les fours britanniques à Noël, 2,7 millions provenaient des élevages de... C'est moi les revenus, c'est sûr. Rien que d'en parler. La grippe aviaire. Donc provenait des élevages de, pardon, je vais redire son nom, de monsieur Bernard Matthews. Très franchement, je vais vous dire, avant hier soir, j'avais jamais entendu ce nom-là, Bernard Matthews. Le roi de la dinde. L'histoire de Bernard, un ami, commence en 1950. C'est l'histoire d'un homme, un seul, qui a avec lui Il prenait un raccourci ce jour-là. sa foi. Et il est tombé. Il a rencontré Michelin. 20 œufs, des œufs fécondés de turquoise et un incubateur Charlotte de d'occasion. Et un incubateur d'occasion. Et voilà. Et il est né en 1950 avec ça et c'est maintenant le numéro 1. Et ça, il le doit à personne. Je crois que l'arrêt de la cigarette a provoqué chez Jérôme Bonaldi Voilà, je cherchais. des effets Je cherchais secondaires depuis tout à l'heure. assez étonnants, puisque depuis quand même jeudi dernier, vous tenez, Jérôme? Je tiens, c'est dingue. Est-ce que beaucoup de gens ont arrêté le tabac suite, effectivement, à l'application de la loi, parce que quand même il existait la loi Evin déjà depuis un petit moment, mais depuis
depuis, on va dire, le renouvellement de la loi qui interdit la cigarette dans les lieux publics. Et en attente, évidemment, du fameux médicament qu'on nous promet pour la semaine prochaine, le Champix, j'ai envie de poser la question au docteur Patrick Dupont, qui n'a rien à voir avec le danseur étoile qu'on a pu connaître, qui est responsable de l'unité de tabacologie de l'hôpital. Il danse bien quand même. Paul Brousse à Villejuif. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, c'est un homonyme évidemment que le danseur étoile dont j'évoquais encore la renommée il y a quelques secondes. Absolument, je danse très mal. Vous dansez très mal, mais en revanche, vous y connaissez en matière de tabac et surtout dans les effets, on va dire, nocifs du tabac. Vous ne fumez plus vous-même, vous n'avez jamais fumé, docteur? Je n'ai jamais fumé. Vous n'avez jamais fumé. Alors, si je vous interroge et si je vous appelle, c'est parce que La Croix revient ce matin dans un article très intéressant sur la mise en vente du fameux Champix qui arrive normalement la semaine prochaine chez nous en France, produit du laboratoire Pfizer. C'est le même qui fait le Viagra en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est pas le même produit quand même. C'est pas le même produit. Et on nous promet alors des effets magiques du Champix. Vous êtes beaucoup plus prudent là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un produit miracle. Le Champix n'est pas un produit miracle. C'est un produit certainement intéressant qui va certainement aider beaucoup de personnes à arrêter de fumer. Mais qui marche mieux que le Zyban, nous dit-on. Alors, statistiquement, c'est-à-dire sur les études qui ont été faites, il a une efficacité plus grande que le Zyban. Maintenant, je pense que comme pour l'hypertension artérielle, il y a des gens qui répondront mieux au Zyban et d'autres qui répondront mieux au Champix. Comme pour l'hypertension artérielle, il y en a qui répondent mieux au bêta-bloquant et d'autres mieux au diurétique. En même temps, il y a un petit côté pratique, ça évite les patchs, les nicorettes, tous les trucs qu'il faut sucer, les produits de substitution. Là, ce sont 2 comprimés qu'il faut prendre chaque jour, c'est ça? C'est ça, c'est 2 comprimés qu'il faut prendre chaque jour à dose progressivement croissante sur les 8 premiers jours. Ceci étant, je pense que la substitution nicotinique que vous venez d'évoquer a encore de beaux jours devant elle parce que c'est aussi efficace et puis on peut, avec la substitution, avoir des doses plus précises, plus adaptées à chaque personne. Oui, sauf que, alors là, vraiment, vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît, ça fait combien? 4 ans que je me patch. Le patch continue à nous apporter de la nicotine. Alors que là, manifestement, d'après ce que je peux comprendre, c'est que, je sais pas si c'était le cas déjà pour le Zyban, mais en tout cas pour le Champix, le Champix ne va pas nous donner de la nicotine. Alors, c'est ça l'avantage par rapport au patch. Alors effectivement, c'est un avantage, bien qu'il agisse aussi sur le récepteur à la nicotine, comme la nicotine le faisait, mais c'est pas de la nicotine effectivement. Ceci étant dit, la nicotine délivrée par les patchs n'est pas délivrée de la même manière que la nicotine des cigarettes. Et c'est ce qui fait la grande différence, il n'y a pas de dépendance au patch. Ah bah écoutez, alors comment se fait-il que moi, depuis 4 ans, j'arrive pas à me séparer de mes patchs? Eh ben écoutez, venez me voir. Il faut les changer, Laurent. Et parfois ça m'arrive. Alors, allez, tant pis, je pratique la consultation hors direct sur Europe 1, mais une tabacologue d'ailleurs que j'avais rencontrée m'avait dit c'est pas grave si on a un patch et qu'on fume quand même une cigarette ou deux de temps en temps, même avec le patch dans le dos. Oui, alors elle a dit effectivement la chose juste, ce n'est pas grave, simplement le patch c'est fait pour arrêter, et ça veut dire qu'une personne, vous partez en particulier, mais une personne qui fume avec son patch et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est soit que la dose de nicotine délivrée par le patch est insuffisante et que le fumeur a besoin d'une ou 2 cigarettes supplémentaires pour avoir la dose qui lui convient, soit qu'il fume ces 2 3 cigarettes de plus pour des raisons psychologiques ou comportementales qui n'ont rien à voir avec le besoin de nicotine. Quelqu'un qui fume avec un patch, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut revoir la donne. Donc je peux quand même essayer le Champix? A priori oui, mais il y a quand même quelques précautions d'emploi et quelques contre-indications, et c'est pour ça que le Champix est sur ordonnance. C'est quoi les contre-indications? Allons, du calme. Jérôme Bonaldi est très nerveux depuis jeudi dernier. Est-ce que ça fait des trucs en plus que d'arrêter de fumer? Est-ce que ça aide à d'autres choses médicalement? Ça peut-être, c'est pas que un médicament. Non. A priori, non. C'est que pour ça. Oui, c'est sa seule indication. Donc après, peut-être qu'à l'usage, on verra que certains effets ou effets secondaires peuvent être intéressants. Oui, mais c'est ça qui m'intéresse parce que d'un seul coup, je deviens hyper poilu ou. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'œil, mais je fume plus. C'est ça. La troisième mode. Secondaire majeur et en tout cas. Ça coûte cher en revanche. Je n'ai pas encore le prix, mais a priori, il devrait coûter cher. Dans le Parisien, on nous dit 4 € le comprimé quotidien, prix conseillé par le laboratoire. Le traitement de 12 semaines coûtera plus de 300 € aux patients, mais c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes par jour, dit-on, chez Pfizer. Bon, vous nous dites, faites attention quand même. C'est pas faites attention, c'est 2 choses. D'abord, il a quelques effets secondaires,
certes pas graves, mais quand même un peu gênants, comme des nausées ou des rêves anormaux. Bon, donc ça, c'est des rêves anormaux. Oui. C'est quoi des rêves anormaux? Ça, c'est pour Bonaldi. On va rêver de Michelin, des trucs comme ça. Que des pauvres. Plus forts, plus fréquents et plus gênants le sommeil, avec donc possibilité d'insomnie. Donc ça, ce sont les effets secondaires qui sont... Mais ça, c'était vrai pour les patchs aussi, quelque part. Ça peut être vrai effectivement par les patchs quand ils sont effectivement pas bien dosés. Deuxièmement, c'est un produit qui donc il ne fera pas arrêter de fumer tout le monde. C'est malheureusement le cas aussi pour les patchs. Le cas aussi pour les patchs et le cas aussi pour le Ziban. Et puis troisièmement, il faut se souvenir, c'est une chose qui m'apparaît à moi quotidiennement importante, c'est que l'on ne fume pas que par dépendance à la nicotine, on fume aussi par comportement, par habitude, j'allais dire, et on fume aussi parce que on a le besoin de chercher dans l'usage de la cigarette, par exemple, un effet plaisir ou un effet décontractant ou un effet anti-stress. Ah putain, c'est le premier qui parle de plaisir. Oui, effectivement, il y avait un plaisir à fumer. Il y a du plaisir à fumer certaines cigarettes. Malheureusement, il y a du déplaisir aussi à fumer. Et c'est ce qui amène un certain nombre de personnes à arrêter. Je vais venir avec Bonaldi, vous nous faites un prix pour deux. Malheureusement, je fais pas de prix parce que je suis à l'hôpital, donc les tarifs sont les mêmes, mais les consultations sont pas chères et remboursées par la sécurité sociale dans tous les établissements publics et dans la plupart des consultations. Alors que le Champix, pour l'instant, disons-le, on ne sait pas encore s'il sera remboursé par la sécurité sociale. Le ministre de la Santé, monsieur Xavier Bertrand, a précisé que le remboursement serait accordé aux médicaments s'il fait la preuve de son efficacité. Dernier mot. Comme c'est le même laboratoire qui produit et le Viagra et le Champix, est-ce que vous pensez pas que ce serait une bonne idée de mettre sur le marché le Viapix? Vous voyez, en fait, c'est un médicament qui vous permet de faire l'amour, mais sans avoir envie de fumer une clope après. Ah, ça pourrait être effectivement intéressant. Ça pourrait être intéressant parce que c'est une cause de reprise de la cigarette. L'amour? Eh oui. J'arrête aussi l'amour. Non, mais maintenant, c'est Charles Dumont va changer sa chanson après la cigarette, après l'amour, c'est le Champix, après l'amour. Je l'attrape à contre-jour. C'est ça que ça va être maintenant. Parlons-nous. On va se gêner toujours. Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Michel Bernier, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi. Et Virginie de Closade qui nous a rejoint dans ce studio. Christine O'Krent, vous savez tout sur la politique. Vous nous l'avez prouvé en début d'émission parce que vous étiez incollable sur les déclarations des uns et des autres. Mais vous ne savez pas tout sur l'actualité people. Qui est avec qui a quitté qui. Mais c'est bien pour ça que je viens dans cette émission. Et là, vous allez tout savoir grâce à Virginie. Par exemple, que Christophe Lambert et Sophie Marceau, ça se confirme. Eh bien oui, ça se confirme. Dans tous les magazines people, aujourd'hui, il y a des photos de Christophe Lambert et de Sophie Marceau volées. On a même des photos de son ex, Jim Lemley, avec qui elle a eu un enfant qui est en train de faire ses bagages et de quitter le domicile conjugal, mis à la porte. Il peut venir à la maison. Ah, c'est important. Parce qu'il est joli garçon, il est producteur américain, c'est intéressant. Donc voilà, Sophie Marceau est officiellement avec Christophe Lambert. Ils ont même été au salon de la déco de Villepinte. C'est pas vrai. Ah, c'est mieux que d'aller chez Darty à la Madeleine. Ça, c'est pour avoir des prix. Ils sont pas un petit peu radins. Je savais bien que Dominique de Villepinte, il faisait déco maintenant. L'info essentielle du jour, c'est qu'on a retrouvé, ça vraiment, on ne s'y attendait pas, on a retrouvé Ophélie Winter. Ophélie Winter en photo avec Stanislas Merard. Qui est Stanislas Merard? C'est un acteur français assez beau gosse. Qui avait joué dans Nettoyage à sec. Nettoyage à sec, avec exactement. Miu Miu et Charles Berling. Voilà, beaucoup dans des films d'auteur, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est normal parce que peu de gens vont voir ces films. Et c'est un Don Juan invétéré parce qu'il compte à son tableau de chasse Vanessa Paradis. Non. On parle d'Isabelle Adjani, la grande Isabelle. On parle de Michel Bernier aussi. Eh bien, il y a Ophélie Winter pendue à son bras, qui a l'air très en forme, orange. Comment ça, orange? Elle est orange. Elle est orange. Elle a abusé de l'UV du Fanta. Elle est orange. Je pense qu'elle voulait avoir l'effet bronzé. Là, elle est orange. Toujours aussi blonde, en grande forme, riant. Vous moquez pas des blondes, pas vous, franchement. Ah non, mais je ne me moque pas. Quand on est trop blonde, il faut pas être trop orange. Un peu de solidarité, quand même. Mais je suis très solidaire. Elle est avec Stanislas. Tout va mieux. On espère dorénavant qu'après l'amour, elle va nous ressortir un album, faire un film, se remettre à travailler, quoi. Vous les connaissez, vous, Michel Bernier, Stanislas Merard et... Alors, je connais un petit peu Ophélie Winter, mais Stanislas, je l'ai croisé dans une boîte de nuit et c'est vrai qu'il donne envie de danser, de s'amuser. C'est un homme qui, c'est vrai, c'est un bout en train, ce Stanislas.
quand on le croise, c'est toujours tout le de premier suite. à sortir sa langue de belle-mère, à monter montrer son sur cul. la table, Avoir à se le mettre bon chapeau, mot. le bon Il mot, te met le à gars l'aise qui est- tout le de gars suite. d'enfer. Tu te souviens quand il a fait pipi dans Ah, sur mais le champagne, attendez, comme parce on arrive? Rigolade. Non, mais sans blague, c'est Et ironique, Ophélie je comprends Labuse. rien à ce qu'elle Oui, dise. non, c'est de l'ironie. Stanislas Meyer, quand on le voit, on a envie de se pendre. De se pendre à son cou. Ce qui n'est pas le cas, je fais une aparté de notre Jérémy Michalak. Qu'est-ce que c'est que Qui ça? est en photo dans Public parce qu'il était à la soirée, je vous le donne dans le mille. Ah, bon, Toujours très classe, notre Michalak. Au lancement du concours Génération Top Model à l'Étoile. Voilà. Et ça, c'est vous un faites homme qui partie donne des envie de émissions. rire et de se prendre à Bravo, son Michalak. Je suis Voilà. rentré seul en plus, c'est horrible. Il y a plein de jolies filles, je suis rentré tout seul, c'est la loose totale. Mais Stanislas Meyer, alors attends, il a fait Vanessa Paradis. Ne changez pas de sujet. Paris Hilton, alors ça c'est génial, enfin nu, de nouveau, nu, pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de ses ébats avec son ex, peuvent retourner sur internet. On l'a pas vu, non? Elle est nue, pourquoi? Parce que elle a laissé dans un garde-meuble à Hollywood plein d'amour de photos d'elle, et donc bizarrement Paris Hilton a beaucoup de photos d'elle nue, ou dans des positions assez acrobatiques avec ses amants, ou en train de prendre de la drogue d'ailleurs. Parfois Et les deux elle en n'a même pas temps. payé, la note du garde-meuble. Du coup, le mec a récupéré les trucs. Il lui a dit, si vous voulez, vous pouvez me racheter le contenu pour pas que je le dévoile. Paris Hilton a dit non. Parce que publicité, ça lui évitera de travailler pour l'année qui vient. Et donc, voilà, sur Internet, on retrouve plein de photos de Paris Hilton. Toujours extrêmement classe, évidemment. Enfin, à la hauteur de sa réputation. À poil avec des garçons. Un homme qui a plein de poudre blanche sur lui, qui n'est pas de la farine. Je vous laisse deviner ce que c'est. C'était une soirée Chandeleur. Voilà. Vous voyez le mal partout. Paris sera toujours Paris. Un mot sur Kylie Minogue, puisque ça y est, c'est fini entre elle et Olivier Martinez, le comédien français et la chanteuse australienne, ont annoncé officiellement leur séparation. Oui, ça y est, c'est officiel. Mais en même temps, c'est pas très surprenant parce qu'il y avait déjà de l'eau dans le gaz avant qu'elle tombe malade, que son cancer se déclare. Donc, il est resté très courageusement à ses côtés, l'a beaucoup soutenu. Maintenant qu'elle va mieux, qu'elle est guérie, il a trouvé une petite brune, il l'a larguée par téléphone, mais il reste amis. En classe. Comment vous avez tout ça par téléphone? Moi, c'est pas écrit dans mon article. Ben non, mais c'est pour ça que vous m'engagez. Ça alors, ça se fait pas de larguer par téléphone, hein? On me largue par texto régulièrement. Vous, ça vous est arrivé par texto? Ah oui, par texto. Ah oui. Oui, Mais comment, j'ai fait aussi. qu'est-ce qu'on vous dit par écoute, texto? ma chère Michel, nous avons passé de moments délicieux ensemble, car c'est vrai qu'avec moi on passe de moments délicieux. On n'en doute pas. Mais je crois que pour le moment, je ne me sens pas capable d'aller plus loin, et voilà, je t'embrasse. Fameux C'est un long texto, hein. Ah bah oui, quand même. Hein, Non, c'est pas bonne année, je te Écrit en quitte. vrai français ou, Salut ma pauvre fille. Voilà. Mustapha, vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait, mais plus courageusement que ça. Hein. Moi, en général, Il a signé. Non, en général, j'écris va voir ma sœur, elle a un truc à te dire. C'est affreux. Et ben voilà, on en sait beaucoup plus. Et franchement, on rentre chez nous moins idiots. Ah, lesté. C'est important. Merci Virginie, on se retrouve demain tous à partir de 16h.